Bienvenue sur notre chaîne Murmure de minuit. Ici, ce sera votre portail vers l'inconnu. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos histoires terrifiantes. Que votre voyage soit rempli de frissons. Ma vie a changé la nuit où je l'ai vue pour la première fois. Je terminais la relecture d'un article dans mon appartement à Paris. Il était plus de 23 heures, et comme toujours, le silence de la nuit m'enveloppait alors que j'essayais de me concentrer. Vivre seul a toujours été quelque chose que j'ai apprécié. La quiétude et la solitude me faisaient sentir en contrôle, et le bruit de la ville, au loin, était une sorte de musique d'ambiance qui me rassurait. Du moins, c'était comme ça avant. Cette nuit-là, je me suis levé pour me dégourdir les jambes, et quand j'ai regardé par la fenêtre, quelque chose m'a fait m'arrêter. Un homme se tenait sur le trottoir, juste devant mon immeuble. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. Paris est plein de gens bizarres, et il se peut qu'il attende quelqu'un ou qu'il passe par là. Mais j'ai réalisé qu'il regardait directement ma fenêtre. Pour moi, je suis resté là, immobile, essayant de trouver une explication rationnelle à ce sentiment d'inconfort. Peut-être que c'était juste une coïncidence, peut-être cherchait-il ailleurs. J'ai fermé le rideau et j'ai essayé d'ignorer ce qui venait de se passer, mais quelque chose en cette présence m'a rendu agité. Je suis retourné à l'ordinateur, mais les mots ont commencé à s'embrouiller dans mon esprit. C'était comme si ce moment avait percé la bulle de sécurité que j'avais toujours ressentie dans mon appartement. Le sommeil est venu tard cette nuit-là, et même quand je dormais, c'était un sommeil agité, perturbé par des cauchemars dont je ne me souvenais pas quand je me réveillais. Dans les jours qui ont suivi, sa présence a été répétée. À chaque fois, il est apparu au même endroit, au même moment. Toujours vers 23 heures, quand les rues étaient plus calmes. Au début, j'ai essayé de faire semblant qu'il n'était pas là. Elle referma rapidement le rideau, sans le regarder, comme si l'ignorer pouvait le faire disparaître. Mais il n'a jamais disparu. Il était toujours là, immobile, les yeux fixés sur moi, et ça a commencé à me consumer. Bientôt, ma routine est devenue une séquence de moments de tension. Je commençais à m'inquiéter en fin d'après-midi, sachant qu'il réapparaîtrait le soir. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. Les mots sur l'ordinateur perdirent leur sens, et les idées qui circulaient si facilement auparavant semblaient maintenant étouffées par cette terreur silencieuse qui m'entourait. L'homme n'a pas bougé. Il n'a jamais essayé de s'approcher, n'a jamais crié ou fait un geste agressif. Mais le look, c'était comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Un secret qu'il gardait, quelque chose qui me maintenait piégé dans la peur. J'en ai parlé à quelques personnes. J'ai parlé aux voisins, je leur ai demandé s'ils l'avaient déjà vu, si quelqu'un le connaissait. Mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit. C'est juste un clochard, m'a-t-on dit. Ne vous inquiétez pas. Mais comment ne pas m'inquiéter? Personne ne pouvait voir ce que je voyais, ou peut-être que personne ne voulait admettre que quelque chose n'allait pas. Chaque nuit qui passait, la peur se transformait en paranoïa. J'ai commencé à fermer les fenêtres plus étroitement, vérifiant les serrures encore et encore, comme si cela pouvait l'éloigner. Cependant, le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. Même pendant la journée, avec le soleil qui brillait, je sentais ses yeux sur moi. Et puis, une nuit, il s'est passé quelque chose qui m'a fait comprendre que ce n'était pas une coïncidence, ni un malentendu. Cette nuit-là, j'ai trouvé une lettre. Il a été plié avec soin et laissé sur le rebord de la fenêtre. Mon cœur s'est immédiatement emballé. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un ait pu mettre cela là sans que je m'en aperçoive. La fenêtre était fermée à clé et je n'avais vu personne s'approcher. Tremblant, j'ouvris le journal et ce que je lus fit disparaître le sol sous mes pieds. La lettre mentionnait des choses sur moi que personne ne pouvait savoir. Des choses triviales, mais personnelles. L'heure à laquelle je me couchais, ce que je mangeais les nuits blanches, même des détails de mon enfance que je n'avais jamais racontés à personne. Le nom qui signait la lettre était inconnu, mais il semblait avoir une étrange familiarité, quelque chose qui m'a donné la nausée. J'ai senti une vague de panique me submerger. Il me regardait de beaucoup plus près que je ne l'avais imaginé.
Il connaissait des choses intimes, des choses que personne à l'extérieur ne pouvait connaître. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'était peut-être pas seulement en dehors de ma vie. Peut-être était-il déjà entré à l'intérieur. Peut-être avait-il déjà envahi mon espace personnel d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec ça. Ce soir-là, j'ai décidé de le confronter. J'ai attendu qu'il apparaisse, assis devant la fenêtre. Quand je l'ai vu, comme toujours debout dehors, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. J'ai ouvert la fenêtre avec force et avec un mélange de colère et de peur, j'ai crié « Que voulez-vous de moi ?» Pendant un moment, il ne bougea pas. Et puis, avec une lenteur effrayante, il sourit. Un sourire calme et calculé qui m'a fait tourner l'estomac. « J'ai toujours été ici », a-t-il dit, comme s'il me racontait un fait évident, quelque chose que j'aurais dû savoir maintenant. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Sa voix était basse mais claire, comme s'il parlait de quelque chose de banal. Je l'ai regardé, attendant une explication, mais il n'arrêtait pas de me regarder. C'est alors que j'ai réalisé qu'il savait des choses que seul quelqu'un qui avait été dans mon appartement pouvait savoir. Il n'était pas seulement un étranger. Il avait envahi mon espace d'une manière que je ne comprenais pas encore. L'idée qu'il ait pu être à l'intérieur de mon appartement, à me regarder pendant que je dormais, m'a laissé paralysé de terreur. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je me suis enfui. Je ne pouvais pas y rester plus longtemps. J'ai déménagé dans un autre appartement, dans un autre quartier de la ville, mais la peur ne m'a pas quitté. Le sentiment d'être observé est devenu une partie de moi. Même avec les portes verrouillées, même dans un nouvel endroit, je ne pouvais pas échapper à la paranoïa qu'il avait plantée en moi. Maintenant, chaque ombre, chaque reflet sur le verre me faisait sursauter. Chaque visage étrange dans la rue me rappelait lui. Je n'ai jamais su qui il était, ni ce qu'il voulait de moi. Il n'a jamais été attrapé, et je n'ai jamais eu l'occasion de prouver à qui que ce soit ce qui s'était passé. Mais une chose que je sais, c'est que la peur qu'il a mise en moi ne m'a jamais quitté. Maintenant, je vis dans l'attente de le revoir, quelque part, dans une rue. Il m'a pris prisonnier de ma propre peur, et je sais que partout où j'irai, il sera là. Peut-être pas physiquement, mais toujours présent, toujours à l'affût. La décision de quitter Boston a été prise la dernière nuit que j'ai passée avec John. Ce n'était pas exactement la fin que j'espérais pour notre mariage de 5 ans. 5 ans de manipulation, de cris et finalement la violence silencieuse de ses mains autour de mon cou. C'est à ce moment-là que j'ai su que si je ne sortais pas de cette maison, je finirais par mourir. J'ai tout essayé, je vous jure que j'ai essayé. Je suis allé en thérapie, j'ai demandé conseil à mes amis et à ma famille. Ils ont tous dit la même chose. Tu dois partir, Emily, pour toi et pour Sarah. Mais partir n'a pas été facile. John était contrôlant, savait toujours où j'étais, à qui je parlais, et toute mention de divorce était accueillie par de vaines promesses de changement, suivies de crises de colère et d'agressivité. Je voulais juste vivre une vie normale avec ma fille, loin de cet homme, loin du sentiment constant d'être observé et jugé. Quand j'ai finalement obtenu l'ordonnance restrictive, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Ce serait la fin, non? Il devrait me laisser tranquille. J'ai pris Sarah, j'ai mis toutes nos affaires dans la voiture et j'ai roulé jusqu'au Vermont. J'ai trouvé une maison dans une petite ville à la campagne, entourée de forêts et suffisamment isolée pour que je me sente en sécurité. C'était une maison simple, mais c'était la nôtre. Là-bas, la vie recommencerait. Les premières semaines ont été calmes, presque paisibles. Sarah jouait dans la cour et je passais les après-midi à lire ou à organiser la nouvelle maison. Mais même dans ces moments de calme, quelque chose en moi était toujours en alerte. Comme si une partie de mon esprit, la partie qui avait survécu à la relation avec John, savait que cela n'allait pas durer. Au début, j'ai pensé que c'était juste le traumatisme, cette anxiété persistante d'être observé, la paranoïa qui accompagnait des années d'abus. Mais finalement, j'ai commencé à remarquer de petites choses qui n'étaient pas à leur place. Le premier signe est une photo de moi et Sarah que j'avais laissée sur la table de chevet de la chambre. C'était une de ces vieilles photos,
prise quand Sarah était encore bébé. Je l'ai toujours gardée là, à côté de la lampe. Mais un jour, en entrant dans la pièce, je me suis rendu compte que la photo avait disparu. J'ai fouillé toute la maison, pensant que Sarah avait peut-être déménagé, mais elle n'était même pas assez grande pour atteindre l'endroit. Le plus étrange, c'est que le lendemain, la photo était de retour au même endroit, comme si elle n'était jamais partie de là. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Peut-être que j'oubliais des choses, peut-être que j'étais si fatigué que mon esprit me jouait des tours. Mais plus le temps passait, plus ces petits détails augmentaient. Une porte qui s'était ouverte le matin alors que je savais que je l'avais fermée la veille. Des vêtements que j'étais sûr d'avoir pliés et rangés, jetés par terre comme si quelqu'un avait fouillé dans mes tiroirs. C'est lors d'une nuit particulièrement calme que la terreur psychologique a vraiment commencé. Je me suis réveillé avec un bruit qui semblait venir de l'extérieur de la maison, comme si quelque chose grattait les murs. Pendant un moment, je restais immobile, paralysé, écoutant le son répété, un grattage lent et délibéré. Le cœur battant, j'ai attrapé une lampe de poche et je suis allé à la fenêtre de la chambre. Dehors, seulement l'obscurité et la forêt dense. Rien ne bougea. Je suis retourné me coucher, mais le bruit a continué et j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à dormir. Les jours suivants sont devenus un cycle d'anxiété. Je faisais plusieurs fois le tour de la maison, vérifiant les serrures, les fenêtres, tout ce qui aurait pu être déplacé. Je n'ai rien trouvé, mais le sentiment d'être observé était constant. J'ai commencé à sentir une présence, quelque chose dans l'air, comme si quelqu'un était proche, mais invisible. Puis, je l'ai vue. C'était un après-midi comme les autres. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner et Sarah jouait dans le jardin. Quand j'ai regardé par la fenêtre, elle était là, la voiture de John, garée dans la rue au-dessus. Ce n'était qu'une ombre parmi les arbres, mais je le reconnaîtrais n'importe où. J'étais paralysé. Mon instinct a été de prendre Sarah et de l'enfermer à l'intérieur de la maison. Mais quand j'ai regardé à nouveau, la voiture n'était plus là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La peur a commencé à s'emparer de moi d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis que nous vivions ensemble. J'ai installé des caméras de sécurité autour de la maison, chacune à un endroit stratégique. J'ai passé les nuits suivantes à regarder les enregistrements, à la recherche d'un signe de John. Mais il n'y avait rien. Il était trop intelligent pour se laisser voir. Il était toujours prudent, calculateur. Les choses ont empiré quand j'ai commencé à trouver des empreintes de pas. Ils sont apparus principalement après la pluie, des traces de chaussures sur le sol humide de la cour. Ils ont commencé au bord de la clôture et sont allés jusqu'à la fenêtre de la chambre de Sarah. La première fois que j'ai vu ces marques, j'ai failli m'évanouir de peur. Je savais que c'était lui, mais il n'y avait rien que je puisse faire sans preuve concrète. J'ai appelé la police, mais l'ordonnance restrictive ne signifiait rien quand il était assez prudent pour ne jamais être pris en flagrant délit. Et comment pourrais-je prouver qu'il s'agissait de ces empreintes? C'est cette nuit-là, juste avant Halloween, que tout a changé. Sarah dormait déjà et j'étais assis sur le canapé, regardant les images de la caméra de sécurité pour la 10e fois de la journée. J'étais épuisé, mais la peur m'empêchait de dormir. Et c'est alors que j'ai entendu un bruit à la porte arrière. Ce n'était pas un bruit fort, juste un léger clic, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la poignée de porte lentement, essayant de ne pas se faire remarquer. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne comprenne ce qui se passait. J'ai attrapé un couteau dans la cuisine et je me suis approché de la porte. Quand je l'ai ouvert tout de suite, il était là. John, debout sur le porche, son visage éclairé par la faible lumière du porche, le même sourire froid qu'il arborait quand il voulait me faire peur. Il n'a rien dit au début, il m'a juste regardé un instant, avec ses yeux que je connaissais si bien. Finalement, il a parlé. « Penses-tu que tu peux t'éloigner de moi, Emily? Pensez-vous que Sarah grandira sans moi ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée de menaces. Je ne pouvais rien dire. Mon corps tremblait d'effroi et de colère en même temps. Tout ce que je voulais, c'était qu'il disparaisse, que cette présence maléfique s'évapore de ma vie. Mais elle était là,
plus réel que toute autre peur que j'avais jamais ressentie. Quand il a fait un pas vers moi, c'était comme si quelque chose en moi se brisait enfin. J'ai crié, je l'ai chargé avec le couteau, je lui ai frappé le bras avant qu'il ne puisse réagir. John a crié de douleur, mais il n'a pas reculé. Au lieu de cela, il m'a attrapé et nous sommes tombés au sol, luttant contre nous, tous deux aveuglés par la haine. C'était un sale combat, sans règles, chacun essayant de blesser l'autre avec tout ce qu'il avait. J'ai réussi à lâcher prise pendant un moment, et je lui ai donné un coup de pied assez fort pour le repousser. John se leva, le visage déformé par la colère, le sang coulant de la coupure sur son bras. Il m'a regardé avec une haine si intense que j'ai cru un instant qu'il allait me tuer sur place. Mais il recula, me jeta un dernier regard et disparut dans l'obscurité de la nuit. Depuis cette nuit-là, Jean n'est plus jamais réapparu, mais la peur demeure. À chaque bruit, à chaque ombre que je vois du coin de l'œil, mon corps se fige, attendant qu'il revienne. La paranoïa est devenue ma nouvelle réalité, un compagnon constant, me rongeant à chaque moment de paix que je pouvais avoir. Je ne vis plus, je survis tout simplement, en attendant le jour où il réapparaîtra. Parce que je sais qu'il le fera. Les gens comme John ne disparaissent pas. Ils attendent juste le prochain moment pour attaquer. Je n'ai jamais été un homme de grandes ambitions. Je m'appelle Klaus Müller, j'ai 40 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à suivre le courant, sans grandes attentes ni drames. Je travaille comme comptable dans une entreprise de taille moyenne à Munich. Ma routine est si prévisible que je peux pratiquement prédire chaque minute de ma journée. Je me réveille, je prends le train, je travaille, je rentre à la maison, je recommence. J'ai toujours été une personne solitaire, et pour être honnête, cela ne m'a jamais dérangé. J'aime la paix qui vient avec la solitude, le silence. Du moins, il l'aimait. Aujourd'hui, le silence est devenu terrifiant. C'est dans le train que tout a commencé. J'avais l'habitude de m'asseoir sur le même banc tous les jours, près de la fenêtre, parce que j'aimais regarder le paysage changer au fur et à mesure que le train se dirigeait vers la ville. N'importe quel jour, peut-être un mardi, je remarquais une silhouette dans le reflet de la fenêtre. Ce n'était pas une chose inhabituelle de voir des visages dans le reflet. La voiture était toujours pleine. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez cette personne. Un homme, vêtu d'un manteau sombre et lourd, comme ceux portés dans le rude hiver, mais c'était le printemps. Il se tenait plus loin dans la voiture, debout, tandis que tout le monde autour était assis. Il y avait quelque chose dans sa posture qui a attiré mon attention, mais à l'époque, je n'y accordais pas beaucoup d'importance. Les jours ont passé et au lieu de l'oublier, j'ai commencé à remarquer sa présence plus souvent. Toujours dans le train, toujours debout au même endroit, portant ce manteau sombre. Même si je changeais de voiture, il était là. J'ai pensé que c'était une coïncidence. Peut-être était-ce l'un de ces passagers réguliers qui, comme moi, suivaient le même itinéraire tous les jours. Mais il y avait quelque chose de troublant chez cet homme. Il ne m'a jamais regardé directement, ni personne d'autre. Sa tête était toujours légèrement inclinée vers l'avant, comme s'il regardait le sol, mais je savais qu'il était conscient de tout ce qui l'entourait, de moi. Mon esprit a commencé à jouer des tours. J'ai commencé à me demander s'il me suivait. Bien sûr, cela n'avait pas de sens. C'était le même train, le même itinéraire. Les chances de rencontrer les mêmes personnes au quotidien étaient élevées. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais, que mon esprit créait de la paranoïa à partir d'une coïncidence. Mais ensuite, je l'ai vu descendre du train. J'étais à l'épicerie, en train de faire mes courses hebdomadaires, quand, alors que je regardais négligemment sur le côté, j'ai vu cet homme debout de l'autre côté de la rue, immobile. Il ne me regardait pas directement, mais sa présence était comme un coup porté à ma conscience. Mon corps s'est figé pendant une seconde. Je voulais croire que je n'étais qu'un passant au hasard, mais tout en moi criait non. C'était lui. Le même homme au lourd manteau sombre, debout là, comme une statue. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'étais allongé là, les yeux fixés au plafond, tandis que mon esprit luttait entre la rationalité et la peur irrationnelle. Je ne savais pas quoi penser d'autre. Peut-être qu'il vivait près de chez moi. Peut-être était-ce juste une coïncidence gigantesque.
Mais le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas a continué à grandir en moi, érodant tout ce qui me restait de tranquillité. Pendant les jours qui ont suivi, il était partout. Je l'ai revu dans le train, puis je l'ai vu debout à l'entrée d'un parc alors que j'allais travailler. Un autre jour, il était sur un carrefour alors que je me rendais au bureau. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais essayé de me parler, ne m'a jamais approché de manière agressive. Il a juste y été, toujours, attentif, comme une ombre dont je ne pouvais pas me débarrasser. À ce moment-là, j'étais déjà paranoïaque. Mes nuits de sommeil ont commencé à être interrompues par des cauchemars. Je me réveillais au milieu de la nuit, avec des sueurs froides, le cœur battant, certain d'entendre frapper à la porte ou de voir sa silhouette tapie dans le couloir. Mais chaque fois qu'il vérifiait, tout était silencieux, immaculément vide. La solitude qui était autrefois confortable devenait maintenant insupportable. J'ai essayé d'en parler à un collègue, mais mes mots me semblaient ridicules, même pour moi. Comment expliquer quelque chose qui, au fond de moi, je savais moi-même qu'il ne pouvait être que le fruit de mon imagination? Je pense que je suis suivi par un inconnu, ai-je dit, mais je l'ai immédiatement regretté. Mon collègue a ri, un rire nerveux, pensant que j'essayais de faire une sorte de blague. Il ne se rendait pas compte de la gravité de mes paroles. Ou peut-être que vous vous en êtes rendu compte et que vous ne saviez tout simplement pas comment réagir. Quoi qu'il en soit, l'affaire s'est tue là-bas et je suis devenu encore plus isolé avec mes propres pensées. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, la réalité s'est finalement effondrée pour de bon. Dès que je suis entré dans mon appartement et que je suis allé à la fenêtre pour fermer les rideaux, j'ai vu l'homme debout de l'autre côté de la rue, juste en face de mon immeuble. Il me regardait. Il n'y avait plus moyen de le nier. Il savait où j'habitais. Mon cœur s'est emballé et mes mains ont commencé à trembler lorsque j'ai serré les rideaux, essayant de lui bloquer la vue. Je me tenais derrière le rideau, effrayé à l'idée de respirer, attendant qu'il parte. J'ai attendu des minutes qui m'ont semblé des heures, jusqu'à ce que je trouve enfin le courage de jeter un coup d'œil à travers la fissure. Il était toujours là, immobile, comme une statue. Pourquoi faisait-il cela? Que voulait-il de moi? À ce moment-là, j'ai senti une vague de désespoir me submerger. J'étais seul et il n'y avait personne pour m'aider. C'était comme s'il m'éloignait lentement de toute forme de soutien, m'emprisonnant dans un cycle de peur et de paranoïa. Cette nuit-là, je ne pouvais pas fermer les yeux. Tout mon corps était tendu, attendant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait arriver. Mais encore une fois, rien. Juste le silence oppressant de mon appartement vide. Quelques jours plus tard, j'ai pris une décision impulsive. J'en avais marre de me sentir traqué, fatigué d'être la victime. Après le travail, j'ai attendu que la gare soit plus déserte, et elle était là, debout comme d'habitude. Je n'en pouvais plus. Marchant vers lui, j'ai crié, exigeant des réponses. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Ma voix résonnait à travers les murs de béton, mais il ne bougeait pas. Il n'a pas dit un seul mot. Il m'a juste regardé avec ses yeux froids et vides. C'était comme si je parlais à un mur. La colère se mêla à la peur, et pendant un instant je pensais à l'attaquer, mais mon courage me manqua. Il n'avait pas l'air humain à ce moment-là. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Il n'était qu'une présence, un symbole de quelque chose que je ne pouvais pas affronter. Enfui. J'ai pris le premier train, peu importe où j'allais. Il voulait juste s'échapper. Mais au fond de moi, je savais que peu importe où j'allais, il serait toujours là. Il me trouvait toujours. J'ai déménagé dans une autre ville. J'ai essayé de recommencer, mais la paix n'est jamais revenue. Dans n'importe quel coin, à n'importe quel moment, je savais qu'il apparaîtrait. Et il est apparu. Dans les rues désertes, dans les wagons, dans les ombres que je ne pouvais éviter. Aujourd'hui, je vis piégé dans un cycle de peur constante. Ma vie est une spirale de paranoïa et il n'y a pas d'échappatoire. Je n'ai jamais su qui il était ni pourquoi il me suivait. Et maintenant, je ne sais pas si cela a encore de l'importance. Peut-être qu'il n'est qu'une extension de ma propre terreur, une partie de moi qui s'est détachée et a pris vie. Ou peut-être ai-je été chassé par quelque chose qui dépasse largement ma compréhension. Mais une chose est sûre, je ne serai plus jamais seul.
Peu importe où j'irai, il y sera, toujours. Et c'est la seule chose qui me garde encore conscient. Savoir que la peur est ma seule compagne maintenant. Au cours des derniers mois, ma vie est devenue un cauchemar permanent. Et tout a commencé d'une manière si subtile qu'au début, cela semblait n'être que le fruit de mon esprit fatigué. Je vis seul dans une petite maison à Montréal. J'ai toujours été méthodique, organisé. Chaque objet, chaque papier, chaque souvenir avait sa place exacte. Pour n'importe qui d'autre, ces petits changements n'auraient rien signifié. Mais pour moi, ils étaient les premiers signes que quelque chose n'allait pas. Tout a commencé innocemment. Un livre ouvert sur la mauvaise page, une clé qu'il était sûr d'avoir laissée sur la table de la cuisine, reposait maintenant sur le buffet du salon. De petits détails que je pourrais facilement justifier avec un moment de distraction. Et c'est ce que j'ai fait au départ. Je me suis convaincu que l'épuisement me jouait des tours. Mon travail de développeur de logiciels était stressant. De nombreuses heures devant l'ordinateur, de nombreuses nuits blanches. J'étais distrait, c'est tout. Mais la sensation d'inconfort n'a pas disparu. En fait, elle a commencé à s'intensifier. J'ai commencé à remarquer que certains objets que je n'avais pas touchés depuis des années n'étaient pas à leur place. Une photo de ma famille, rangée dans un tiroir à peine ouvert, est apparue sur la table du salon, comme si quelqu'un l'avait placée là exprès. Une tasse que je gardais dans le placard était sur l'évier, avec de légères marques d'utilisation. C'était comme si quelqu'un vivait dans ma maison alors que je n'y étais pas. C'est alors que le sentiment d'être observé a commencé à grandir. La nuit, allongé dans mon lit, j'ai senti que quelque chose ou quelqu'un était là, me regardant. C'était un froid qui venait de l'intérieur, un sentiment d'être exposé, vulnérable, même avec toutes les portes et fenêtres verrouillées. Le bruit de la maison qui avait toujours été un réconfort me troublait maintenant. Le crépitement du bois, le vent dans les fenêtres, tout semblait amplifié, comme si chaque son apportait une présence que je ne pouvais pas voir. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis convaincu que j'étais juste paranoïaque. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai décidé que j'avais besoin de savoir ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'installer des caméras dans ma maison. Petites, discrètes, cachées dans des endroits stratégiques. S'il y avait quelqu'un qui entrait par effraction dans ma maison, je le découvrirais. Les premières nuits ont été calmes, ou du moins, c'est ce que je pensais. J'ai regardé les enregistrements le lendemain et je n'ai rien vu d'inhabituel. Il n'y avait pas d'intrus, il n'y avait aucun signe que quelqu'un entrait dans ma maison. Peut-être que je devenais fou, pensais-je. Peut-être que je projetais mes propres peurs et angoisses sur les choses qui m'entouraient. Mais ensuite, une nuit spécifique, tout a changé. C'était un matin aléatoire quand je me suis réveillé, le cœur battant, la pièce plongée dans un silence oppressant. Je ne savais pas pourquoi je m'étais réveillé, mais je sentais, au fond de mon estomac, que quelque chose n'allait pas. Le matin, je me suis précipité pour revoir les enregistrements, toujours avec l'adrénaline du réveil soudain qui circulait dans mon corps. Et là, je l'ai vu. Voisin. Cet homme avec qui j'échangeais tous les jours des salutations cordiales, cet homme qui me semblait si ordinaire, si banal. Il était dans les images, entrant dans ma maison avec un calme effrayant, comme s'il s'agissait d'un rituel qu'il accomplissait tous les soirs. Il n'avait pas l'air pressé, cela ne le dérangeait pas d'être discret. Il se promenait à travers les pièces, comme s'il était dans sa propre maison. Il a passé ses mains sur mes meubles, ouvert mes tiroirs, déplacé mes affaires. Il n'a rien volé, il n'a pas fait de dégâts, mais il était là, à regarder. Le pire de tout, c'était de le voir jouer avec de vieilles photos de ma famille. Des photos que j'ai gardées en stock, certaines dans des cartons qu'il a eu la peine d'ouvrir. Il s'attarda sur ces photos, les regardant, presque adorateur. Cette vue m'a figé d'horreur. Ce n'était pas seulement une invasion physique, c'était une invasion de ma vie privée la plus intime. J'ai passé des heures à regarder ces enregistrements, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi est-il entré chez moi, nuit après nuit, sans jamais être remarqué ? Et pourquoi était-il si obsédé par mes souvenirs, par mes photos de famille ?
La réponse n'est jamais venue, et la peur en moi grandissait à chaque nouvelle image que je regardais. Après avoir vu tout cela, j'ai su que je devais l'affronter. Je ne pouvais pas laisser faire. Alors, un matin, alors qu'il sortait de la maison, je suis allé le voir. Mon cœur battait si vite que je pouvais à peine parler. Je lui ai demandé directement pourquoi il entrait dans ma maison, parce qu'il a joué avec mes affaires. Le sourire qu'il m'a fait en réponse était le pire de tous. Un sourire calme, presque condescendant, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Et puis il a dit « J'ai toujours voulu faire partie de votre vie ». Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne semblait pas du tout regretter. En fait, il semblait satisfait. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui ai crié de ne plus apparaître près de moi, de rester loin de ma maison, et je suis rentré en courant, tremblante de colère et de peur. Mais le problème, c'est que même après l'avoir confronté, la peur n'a pas disparu. Au cours des jours suivants, j'ai changé toutes les serrures de la maison. J'ai installé plus de caméras, mis des alarmes sur toutes les fenêtres et les portes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour renforcer la sécurité, mais rien de tout cela n'a ramené le sentiment de sécurité que j'avais auparavant. C'était comme s'il était toujours là, à regarder, à attendre le bon moment pour revenir. Le pire, c'était la paranoïa. À chaque bruit, à chaque ombre que je voyais du coin de l'œil, mon cœur battait la chamade. Mon esprit commençait à tirer les pires conclusions. La nuit, je pouvais à peine dormir. La peur qu'il revienne, que je le trouve au pied de mon lit, était constante. Je savais qu'il n'avait rien volé, mais cela n'avait pas d'importance. Il avait volé quelque chose de bien plus précieux, ma paix, ma santé mentale. Les jours s'éternisaient, et je m'enfonçais de plus en plus dans cette spirale de peur et de paranoïa. J'ai commencé à me méfier de tout et de tout le monde. J'ai commencé à regarder les images de la caméra de manière compulsive, même si je savais qu'il n'apparaissait plus. L'idée qu'il puisse revenir, qu'il puisse me regarder de loin, me consumait. Je ne pouvais plus me détendre chez moi. Mon refuge était devenu une prison. Le temps a passé et il a disparu. Je ne le voyais plus. Peut-être a-t-il bougé, peut-être a-t-il trouvé une autre victime à tourmenter, ou peut-être attendait-il simplement le bon moment pour revenir. Mais même avec sa disparition, la peur n'a jamais disparu. Le sentiment d'être observé est resté avec moi, comme une cicatrice qui ne disparaît pas. Maintenant, je vis dans un état d'alerte constant. Ma maison est fermée à clé, protégée, mais je ne le suis pas. Mon esprit est toujours coincé dans ce sentiment de vulnérabilité, dans cette certitude que quelqu'un, quelque part, regarde toujours. Peut-être a-t-il obtenu ce qu'il voulait à la fin. Il n'a pas volé mes biens, mais il a volé ma vie telle qu'elle était. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vivre avec cette ombre, avec cette certitude que quoi que je fasse, je ne serai jamais vraiment seul. J'ai toujours aimé vivre seul. Tokyo a cet effet, vous savez. La ville est pleine de monde, de bruit et de chaos. Mais quand on rentre chez soi, tout change. Silence, calme. C'est un refuge. Et c'est dans ce refuge que le pire cauchemar de ma vie a commencé. L'appartement que j'ai loué était petit mais confortable. Il n'y avait pas beaucoup de luxe, mais c'était suffisant. La vie dans la grande ville est chère, et un endroit comme celui-ci était tout ce que je pouvais me permettre avec mon salaire. Les premiers mois ont été calmes, mais au fil des jours, un sentiment inconfortable a commencé à grandir en moi. Ce sentiment que quelque chose était erreur. Au début, j'ai pensé que c'était juste du stress. Le travail devenait de plus en plus intense et les responsabilités me mettaient la pression. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était quelque chose de plus. La première fois que je l'ai vu, c'était dans la salle de bain, pendant ma routine nocturne. J'étais épuisé et je pouvais à peine garder les yeux ouverts, mais en me brossant les dents, quelque chose dans le miroir m'a fait m'arrêter. Il y avait une ombre dans le reflet, quelque chose derrière moi. Je me souviens distinctement avoir senti mon estomac se retourner de peur avant même de regarder en arrière. Quand j'ai finalement eu le courage de faire demi-tour, bien sûr, il n'y avait rien. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. Fatigue, ce ne pouvait être que cela.
J'ai ri de moi-même, j'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, quand j'ai quitté la maison, c'est arrivé à nouveau. J'étais en train d'ajuster mes cheveux dans le miroir d'entrée quand j'ai vu quelque chose dans le coin du reflet. Il faisait plus clair cette fois-ci. Une femme, à la peau pâle, aux longs cheveux noirs. Elle se tenait derrière moi, immobile, me regardant directement à travers le miroir. Mon souffle s'est coincé dans ma poitrine et je me suis figé de peur. La peur était viscérale, irrationnelle. Je n'ai pas pu bouger un instant, comme si j'étais paralysé, figé sous le regard de cette silhouette. Quand je me suis finalement retourné, bien sûr, il n'y avait personne. À ce moment-là, quelque chose en moi a commencé à se briser. Ce sentiment que quelque chose n'allait pas du tout est devenu encore plus fort. J'ai passé toute la journée à essayer d'oublier ce que j'avais vu, à essayer de me convaincre que ce n'était qu'un produit de mon imagination. Mais le chiffre était encore dans mon esprit. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Les semaines suivantes ont été pires. Je l'ai vu dans tous les miroirs de l'appartement. Parfois, il apparaissait en un éclair, un flou dans le coin de la vision. D'autres fois, elle était clairement là, derrière moi, immobile, à me regarder. J'ai tout essayé pour l'ignorer. J'ai fermé les yeux en passant devant les miroirs. J'ai évité de me regarder pendant un long moment, mais rien n'y faisait. Elle était toujours là. Quand je le craignais le plus, quand j'étais seul à la maison, il apparaissait. Chaque fois que je me voyais dans le miroir, je craignais qu'elle ne soit là aussi. J'ai même cru que je devenais fou. J'ai commencé à chercher des réponses, à lire de manière obsessionnelle sur les apparitions, les fantômes et les légendes. J'avais besoin d'une explication. J'ai passé des heures à surfer sur Internet, à la recherche d'indices sur ce qui pourrait m'arriver. C'est alors que je suis tombé sur une légende urbaine appelée Hanako-san, une sorte d'esprit vengeur piégé dans les toilettes de l'école qui est apparu aux victimes avant de les conduire à la mort. C'était une histoire idiote, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les similitudes. Un esprit qui apparaît dans le reflet, peut-être que c'était tout. Peut-être avait-il affaire à quelque chose de similaire. Mais d'une manière ou d'une autre, ce que j'ai vu était encore pire. Le soir même, je suis allé aux toilettes et pour la première fois, elle était plus proche. Il n'était pas seulement une ombre, ni une figure lointaine. Elle était à portée de ma main, si claire que je pouvais voir les ombres sous ses yeux vides. Il semblait plus réel. Le reflet me fixait avec une froideur qui me glaçait jusqu'aux os. Je suis sorti en courant de la salle de bain, claquant la porte derrière moi, mon cœur battant dans ma poitrine. Quelque chose en moi savait que ce n'était pas seulement une vision, ce n'était pas un tour de mon esprit. C'était réel. La peur a commencé à me consumer. J'évitais à tout prix les miroirs. J'ai détruit ce que j'ai pu. J'ai jeté le miroir de la salle de bain, celui du couloir. J'ai arraché toute surface réfléchissante qui aurait pu lui donner un passage. Mais même cela n'a pas suffi. Elle a trouvé d'autres moyens. Il a commencé à apparaître dans les vitrines des magasins quand je passais dans la rue, même dans les petites flaques d'eau après la pluie. Je me sentais constamment observé, comme si je n'étais jamais seul, même au milieu de la foule tokyoïte. Puis, une nuit, tout a changé. J'étais épuisé, émotionnellement et physiquement. Les nuits blanches, la terreur constante, tout cela aspirait mon énergie. Je me suis couché tôt, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une phase que j'allais surmonter. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec une horrible sensation d'étouffement. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine était serrée et mes bras avaient l'impression d'être collés au lit. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était sur moi. Pour la première fois, la silhouette était à l'extérieur du miroir. Ses yeux vides étaient à quelques centimètres des miens, et ses mains pâles serraient mon cou avec une force inhumaine. J'ai essayé de crier, mais je n'ai pas pu. La peur s'est emparée de moi. J'avais le sentiment que la mort était là, prête à m'emporter. Quand j'ai cru que c'était la fin, elle a disparu. Elle a disparu, comme une ombre qui s'évapore dans la lumière. Je suis resté là, haletant, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les lumières de l'appartement vacillaient et j'étais tremblant, en sueur. Mais une chose était sûre, elle n'était plus attachée au miroir. La barrière avait été brisée.
Après cette nuit, la réalité est devenue un cauchemar constant. Je l'ai vue partout, dans les reflets de la télévision éteinte, dans les fenêtres du bus, même dans la lueur métallique des ustensiles. Elle était toujours là, toujours à me regarder. Il n'était plus seulement une figure passive. Je pouvais la sentir me poursuivre, sa présence constante derrière moi. J'étais au bord de la folie. J'ai demandé de l'aide. J'ai trouvé un exorciste qui a accepté de m'écouter, même si c'était avec une certaine réticence. Il semblait sceptique, mais aussi curieux. Quand je lui ai raconté mon histoire, il est resté silencieux pendant un long moment et m'a finalement dit qu'il essaierait de m'aider. « J'essaierai », a-t-il dit. Cela ne m'a pas donné beaucoup de confiance. Le rituel a été fait par une nuit étouffante, avec les fenêtres fermées et des bougies allumées dans tous les coins de l'appartement. L'exorciste marmonnait des mots que je ne comprenais pas, tandis que je sentais ses yeux sur moi. Il était là, à l'affût, à attendre. Soudain, l'air est devenu lourd. Les bougies ont commencé à vaciller, et je savais qu'elle était proche. L'exorciste a terminé le rituel en me disant que je devais me sentir soulagé, mais je savais que ce n'était pas la fin. Cette nuit-là, elle est revenue. Non plus comme une ombre à l'arrière-plan du miroir, plus comme un observateur passif. Elle était dans ma chambre, sa peau pâle, luisant dans le faible clair de lune. Cette fois, il n'y a pas eu d'étouffement, il n'y a pas eu d'attaque physique. Elle est restée là, immobile, me regardant droit dans les yeux. Et je savais que j'étais condamné. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle n'était pas un esprit ordinaire, une légende qui pouvait être expulsée par des prières et des rituels. Elle faisait partie de moi maintenant, de ma vie. Depuis, elle ne m'a plus quitté. Sa présence est constante, même quand je ne la vois pas directement. Je sens ses yeux, son haleine froide. Où que j'aille, elle m'accompagne. Je sais qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Et chaque jour, j'ai l'impression que ma santé mentale s'épuise un peu plus, comme si elle aspirait ce qui reste de moi. Ma vie a changé la nuit où je l'ai vue pour la première fois. Je terminais la relecture d'un article dans mon appartement à Paris. Il était plus de 23 heures, et comme toujours, le silence de la nuit m'enveloppait alors que j'essayais de me concentrer. Vivre seul a toujours été quelque chose que j'ai apprécié. La quiétude et la solitude me faisaient sentir en contrôle, et le bruit de la ville, au loin, était une sorte de musique d'ambiance qui me rassurait. Du moins, c'était comme ça avant. Cette nuit-là, je me suis levé pour me dégourdir les jambes, et quand j'ai regardé par la fenêtre, quelque chose m'a fait m'arrêter. Un homme se tenait sur le trottoir, juste devant mon immeuble. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. Paris est plein de gens bizarres, et il se peut qu'il attende quelqu'un ou qu'il passe par là. Mais j'ai réalisé qu'il regardait directement ma fenêtre. Pour moi, je suis resté là, immobile, essayant de trouver une explication rationnelle à ce sentiment d'inconfort. Peut-être que c'était juste une coïncidence, peut-être cherchait-il ailleurs. J'ai fermé le rideau et j'ai essayé d'ignorer ce qui venait de se passer, mais quelque chose en cette présence m'a rendu agité. Je suis retourné à l'ordinateur, mais les mots ont commencé à s'embrouiller dans mon esprit. C'était comme si ce moment avait percé la bulle de sécurité que j'avais toujours ressentie dans mon appartement. Le sommeil est venu tard cette nuit-là, et même quand je dormais, c'était un sommeil agité, perturbé par des cauchemars dont je ne me souvenais pas quand je me réveillais. Dans les jours qui ont suivi, sa présence a été répétée. À chaque fois, il est apparu au même endroit, au même moment. Toujours vers 23 heures, quand les rues étaient plus calmes. Au début, j'ai essayé de faire semblant qu'il n'était pas là. Elle referma rapidement le rideau, sans le regarder, comme si l'ignorer pouvait le faire disparaître. Mais il n'a jamais disparu. Il était toujours là, immobile, les yeux fixés sur moi. Et ça a commencé à me consumer. Bientôt, ma routine est devenue une séquence de moments de tension. Je commençais à m'inquiéter en fin d'après-midi, sachant qu'il réapparaîtrait le soir. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mon travail. Les mots sur l'ordinateur perdirent leur sens, et les idées qui circulaient si facilement auparavant semblaient maintenant étouffées par cette terreur silencieuse qui m'entourait. L'homme n'a pas bougé.
Il n'a jamais essayé de s'approcher, n'a jamais crié ou fait un geste agressif. Mais le look, c'était comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Un secret qu'il gardait, quelque chose qui me maintenait piégé dans la peur. J'en ai parlé à quelques personnes. J'ai parlé aux voisins, je leur ai demandé s'ils l'avaient déjà vu, si quelqu'un le connaissait. Mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit. C'est juste un clochard, m'a-t-on dit. Ne vous inquiétez pas. Mais comment ne pas m'inquiéter? Personne ne pouvait voir ce que je voyais, ou peut-être que personne ne voulait admettre que quelque chose n'allait pas. Chaque nuit qui passait, la peur se transformait en paranoïa. J'ai commencé à fermer les fenêtres plus étroitement, vérifiant les serrures encore et encore, comme si cela pouvait l'éloigner. Cependant, le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. Même pendant la journée, avec le soleil qui brillait, je sentais ses yeux sur moi. Et puis, une nuit, il s'est passé quelque chose qui m'a fait comprendre que ce n'était pas une coïncidence, ni un malentendu. Cette nuit-là, j'ai trouvé une lettre. Il a été plié avec soin et laissé sur le rebord de la fenêtre. Mon cœur s'est immédiatement emballé. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un ait pu mettre cela là sans que je m'en aperçoive. La fenêtre était fermée à clé et je n'avais vu personne s'approcher. Tremblant, j'ouvris le journal et ce que je lus fit disparaître le sol sous mes pieds. La lettre mentionnait des choses sur moi que personne ne pouvait savoir. Des choses triviales, mais personnelles. L'heure à laquelle je me couchais, ce que je mangeais les nuits blanches, même des détails de mon enfance que je n'avais jamais racontés à personne. Le nom qui signait la lettre était inconnu, mais il semblait avoir une étrange familiarité, quelque chose qui m'a donné la nausée. J'ai senti une vague de panique me submerger. Il me regardait de beaucoup plus près que je ne l'avais imaginé. Il connaissait des choses intimes, des choses que personne à l'extérieur ne pouvait connaître. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'était peut-être pas seulement en dehors de ma vie. Peut-être était-il déjà entré à l'intérieur. Peut-être avait-il déjà envahi mon espace personnel d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre avec ça. Ce soir-là, j'ai décidé de le confronter. J'ai attendu qu'il apparaisse, assis devant la fenêtre. Quand je l'ai vu, comme toujours debout dehors, mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre. J'ai ouvert la fenêtre avec force et avec un mélange de colère et de peur, j'ai crié « Que voulez-vous de moi ?» Pendant un moment, il ne bougea pas. Et puis, avec une lenteur effrayante, il sourit. Un sourire calme et calculé qui m'a fait tourner l'estomac. « J'ai toujours été ici, a-t-il dit, comme s'il me racontait un fait évident, quelque chose que j'aurais dû savoir maintenant. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Sa voix était basse mais claire, comme s'il parlait de quelque chose de banal. Je l'ai regardé, attendant une explication, mais il n'arrêtait pas de me regarder. C'est alors que j'ai réalisé qu'il savait des choses que seul quelqu'un qui avait été dans mon appartement pouvait savoir. Il n'était pas seulement un étranger. Il avait envahi mon espace d'une manière que je ne comprenais pas encore. L'idée qu'il ait pu être à l'intérieur de mon appartement, à me regarder pendant que je dormais, m'a laissé paralysé de terreur. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je me suis enfui. Je ne pouvais pas y rester plus longtemps. J'ai déménagé dans un autre appartement, dans un autre quartier de la ville, mais la peur ne m'a pas quitté. Le sentiment d'être observé est devenu une partie de moi. Même avec les portes verrouillées, même dans un nouvel endroit, je ne pouvais pas échapper à la paranoïa qu'il avait plantée en moi. Maintenant, chaque ombre, chaque reflet sur le verre me faisait sursauter. Chaque visage étrange dans la rue me rappelait lui. Je n'ai jamais su qui il était, ni ce qu'il voulait de moi. Il n'a jamais été attrapé, et je n'ai jamais eu l'occasion de prouver à qui que ce soit ce qui s'était passé. Mais une chose que je sais, c'est que la peur qu'il a mise en moi ne m'a jamais quitté. Maintenant, je vis dans l'attente de le revoir, quelque part, dans une rue. Il m'a pris prisonnier de ma propre peur, et je sais que partout où j'irai, il sera là. Peut-être pas physiquement, mais toujours présent, toujours à l'affût. La décision de quitter Boston a été prise la dernière nuit que j'ai passée avec John. Ce n'était pas exactement la fin que j'espérais pour notre mariage de 5 ans.
5 ans de manipulation, de cris et finalement la violence silencieuse de ses mains autour de mon cou. C'est à ce moment-là que j'ai su que si je ne sortais pas de cette maison, je finirais par mourir. J'ai tout essayé, je vous jure que j'ai essayé. Je suis allé en thérapie, j'ai demandé conseil à mes amis et à ma famille. Ils ont tous dit la même chose. Tu dois partir, Emily, pour toi et pour Sarah. Mais partir n'a pas été facile. John était contrôlant, savait toujours où j'étais, à qui je parlais, et toute mention de divorce était accueillie par de vaines promesses de changement, suivies de crises de colère et d'agressivité. Je voulais juste vivre une vie normale avec ma fille, loin de cet homme, loin du sentiment constant d'être observé et jugé. Quand j'ai finalement obtenu l'ordonnance restrictive, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Ce serait la fin, non? Il devrait me laisser tranquille. J'ai pris Sarah, j'ai mis toutes nos affaires dans la voiture et j'ai roulé jusqu'au Vermont. J'ai trouvé une maison dans une petite ville à la campagne, entourée de forêts et suffisamment isolée pour que je me sente en sécurité. C'était une maison simple, mais c'était la nôtre. Là-bas, la vie recommencerait. Les premières semaines ont été calmes, presque paisibles. Sarah jouait dans la cour et je passais les après-midi à lire ou à organiser la nouvelle maison. Mais même dans ces moments de calme, quelque chose en moi était toujours en alerte. Comme si une partie de mon esprit, la partie qui avait survécu à la relation avec John, savait que cela n'allait pas durer. Au début, j'ai pensé que c'était juste le traumatisme, cette anxiété persistante d'être observé, la paranoïa qui accompagnait des années d'abus. Mais finalement, j'ai commencé à remarquer de petites choses qui n'étaient pas à leur place. Le premier signe est une photo de moi et Sarah que j'avais laissée sur la table de chevet de la chambre. C'était une de ces vieilles photos, prises quand Sarah était encore bébé. Je l'ai toujours gardée là, à côté de la lampe. Mais un jour, en entrant dans la pièce, je me suis rendu compte que la photo avait disparu. J'ai fouillé toute la maison, pensant que Sarah avait peut-être déménagé, mais elle n'était même pas assez grande pour atteindre l'endroit. Le plus étrange, c'est que le lendemain, la photo était de retour au même endroit, comme si elle n'était jamais partie de là. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Peut-être que j'oubliais des choses, peut-être que j'étais si fatigué que mon esprit me jouait des tours. Mais plus le temps passait, plus ces petits détails augmentaient. Une porte qui s'était ouverte le matin alors que je savais que je l'avais fermée la veille. Des vêtements que j'étais sûr d'avoir pliés et rangés, jetés par terre comme si quelqu'un avait fouillé dans mes tiroirs. C'est lors d'une nuit particulièrement calme que la terreur psychologique a vraiment commencé. Je me suis réveillé avec un bruit qui semblait venir de l'extérieur de la maison, comme si quelque chose grattait les murs. Pendant un moment, je restais immobile, paralysé, écoutant le son répété, un grattage lent et délibéré. Le cœur battant, j'ai attrapé une lampe de poche et je suis allé à la fenêtre de la chambre. Dehors, seulement l'obscurité et la forêt dense. Rien ne bougea. Je suis retourné me coucher, mais le bruit a continué, et j'avais beau essayer, je n'arrivais pas à dormir. Les jours suivants sont devenus un cycle d'anxiété. Je faisais plusieurs fois le tour de la maison, vérifiant les serrures, les fenêtres, tout ce qui aurait pu être déplacé. Je n'ai rien trouvé, mais le sentiment d'être observé était constant. J'ai commencé à sentir une présence, quelque chose dans l'air, comme si quelqu'un était proche, mais invisible. Puis, je l'ai vue. C'était un après-midi comme les autres. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner et Sarah jouait dans le jardin. Quand j'ai regardé par la fenêtre, elle était là, la voiture de John, garée dans la rue au-dessus. Ce n'était qu'une ombre parmi les arbres, mais je le reconnaîtrais n'importe où. J'étais paralysé. Mon instinct a été de prendre Sarah et de l'enfermer à l'intérieur de la maison. Mais quand j'ai regardé à nouveau, la voiture n'était plus là. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La peur a commencé à s'emparer de moi d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis que nous vivions ensemble. J'ai installé des caméras de sécurité autour de la maison, chacune à un endroit stratégique. J'ai passé les nuits suivantes à regarder les enregistrements, à la recherche d'un signe de John. Mais il n'y avait rien. Il était trop intelligent pour se laisser voir. Il était toujours prudent, calculateur.
Les choses ont empiré quand j'ai commencé à trouver des empreintes de pas. Ils sont apparus principalement après la pluie, des traces de chaussures sur le sol humide de la cour. Ils ont commencé au bord de la clôture et sont allés jusqu'à la fenêtre de la chambre de Sarah. La première fois que j'ai vu ces marques, j'ai failli m'évanouir de peur. Je savais que c'était lui, mais il n'y avait rien que je puisse faire sans preuve concrète. J'ai appelé la police, mais l'ordonnance restrictive ne signifiait rien quand il était assez prudent pour ne jamais être pris en flagrant délit. Et comment pourrais-je prouver qu'il s'agissait de ces empreintes? C'est cette nuit-là, juste avant Halloween, que tout a changé. Sarah dormait déjà et j'étais assis sur le canapé, regardant les images de la caméra de sécurité pour la 10e fois de la journée. J'étais épuisé, mais la peur m'empêchait de dormir. Et c'est alors que j'ai entendu un bruit à la porte arrière. Ce n'était pas un bruit fort, juste un léger clic, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la poignée de porte lentement, essayant de ne pas se faire remarquer. Mon corps a réagi avant que mon esprit ne comprenne ce qui se passait. J'ai attrapé un couteau dans la cuisine et je me suis approché de la porte. Quand je l'ai ouvert tout de suite, il était là. John, debout sur le porche, son visage éclairé par la faible lumière du porche, le même sourire froid qu'il arborait quand il voulait me faire peur. Il n'a rien dit au début, il m'a juste regardé un instant avec ses yeux que je connaissais si bien. Finalement, il a parlé. « Penses-tu que tu peux t'éloigner de moi, Emily? Pensez-vous que Sarah grandira sans moi ?» Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée de menaces. Je ne pouvais rien dire. Mon corps tremblait d'effroi et de colère en même temps. Tout ce que je voulais, c'était qu'il disparaisse, que cette présence maléfique s'évapore de ma vie. Mais elle était là, plus réelle que toute autre peur que j'avais jamais ressentie. Quand il a fait un pas vers moi, c'était comme si quelque chose en moi se brisait enfin. J'ai crié, je l'ai chargé avec le couteau, je lui ai frappé le bras avant qu'il ne puisse réagir. John a crié de douleur, mais il n'a pas reculé. Au lieu de cela, il m'a attrapé et nous sommes tombés au sol, luttant contre nous, tous deux aveuglés par la haine. C'était un sale combat, sans règles, chacun essayant de blesser l'autre avec tout ce qu'il avait. J'ai réussi à lâcher prise pendant un moment, et je lui ai donné un coup de pied assez fort pour le repousser. John se leva, le visage déformé par la colère, le sang coulant de la coupure sur son bras. Il m'a regardé avec une haine si intense que j'ai cru un instant qu'il allait me tuer sur place. Mais il recula, me jeta un dernier regard et disparut dans l'obscurité de la nuit. Depuis cette nuit-là, Jean n'est plus jamais réapparu, mais la peur demeure. À chaque bruit, à chaque ombre que je vois du coin de l'œil, mon corps se fige, attendant qu'il revienne. La paranoïa est devenue ma nouvelle réalité, un compagnon constant, me rongeant à chaque moment de paix que je pouvais avoir. Je ne vis plus, je survis tout simplement, en attendant le jour où il réapparaîtra. Parce que je sais qu'il le fera. Les gens comme John ne disparaissent pas. Ils attendent juste le prochain moment pour attaquer. Je n'ai jamais été un homme de grandes ambitions. Je m'appelle Klaus Müller, j'ai 40 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie à suivre le courant, sans grandes attentes ni drames. Je travaille comme comptable dans une entreprise de taille moyenne à Munich. Ma routine est si prévisible que je peux pratiquement prédire chaque minute de ma journée. Je me réveille, je prends le train, je travaille, je rentre à la maison, je recommence. J'ai toujours été une personne solitaire, et pour être honnête, cela ne m'a jamais dérangé. J'aime la paix qui vient avec la solitude, le silence. Du moins, il l'aimait. Aujourd'hui, le silence est devenu terrifiant. C'est dans le train que tout a commencé. J'avais l'habitude de m'asseoir sur le même banc tous les jours, près de la fenêtre, parce que j'aimais regarder le paysage changer au fur et à mesure que le train se dirigeait vers la ville. N'importe quel jour, peut-être un mardi, je remarquais une silhouette dans le reflet de la fenêtre. Ce n'était pas une chose inhabituelle de voir des visages dans le reflet. La voiture était toujours pleine. Mais il y avait quelque chose d'étrange chez cette personne. Un homme, vêtu d'un manteau sombre et lourd, comme ceux portés dans le rude hiver, mais c'était le printemps. Il se tenait plus loin dans la voiture, debout, tandis que tout le monde autour était assis.
Il y avait quelque chose dans sa posture qui a attiré mon attention, mais à l'époque, je n'y accordais pas beaucoup d'importance. Les jours ont passé et au lieu de l'oublier, j'ai commencé à remarquer sa présence plus souvent. Toujours dans le train, toujours debout au même endroit, portant ce manteau sombre. Même si je changeais de voiture, il était là. J'ai pensé que c'était une coïncidence. Peut-être était-ce l'un de ces passagers réguliers qui, comme moi, suivaient le même itinéraire tous les jours. Mais il y avait quelque chose de troublant chez cet homme. Il ne m'a jamais regardé directement, ni personne d'autre. Sa tête était toujours légèrement inclinée vers l'avant, comme s'il regardait le sol, mais je savais qu'il était conscient de tout ce qui l'entourait, de moi. Mon esprit a commencé à jouer des tours. J'ai commencé à me demander s'il me suivait. Bien sûr, cela n'avait pas de sens. C'était le même train, le même itinéraire. Les chances de rencontrer les mêmes personnes au quotidien étaient élevées. J'ai essayé de me convaincre que j'exagérais, que mon esprit créait de la paranoïa à partir d'une coïncidence. Mais ensuite, je l'ai vu descendre du train. J'étais à l'épicerie, en train de faire mes courses hebdomadaires, quand, alors que je regardais négligemment sur le côté, j'ai vu cet homme debout de l'autre côté de la rue, immobile. Il ne me regardait pas directement, mais sa présence était comme un coup porté à ma conscience. Mon corps s'est figé pendant une seconde. Je voulais croire que je n'étais qu'un passant au hasard, mais tout en moi criait non. C'était lui. Le même homme au lourd manteau sombre, debout là, comme une statue. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'étais allongé là, les yeux fixés au plafond, tandis que mon esprit luttait entre la rationalité et la peur irrationnelle. Je ne savais pas quoi penser d'autre. Peut-être qu'il vivait près de chez moi. Peut-être était-ce juste une coïncidence gigantesque. Mais le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas a continué à grandir en moi, érodant tout ce qui me restait de tranquillité. Pendant les jours qui ont suivi, il était partout. Je l'ai revu dans le train, puis je l'ai vu debout à l'entrée d'un parc alors que j'allais travailler. Un autre jour, il était sur un carrefour alors que je me rendais au bureau. Et le pire, c'est qu'il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais essayé de me parler, ne m'a jamais approché de manière agressive. Il a juste y été, toujours, attentif, comme une ombre dont je ne pouvais pas me débarrasser. À ce moment-là, j'étais déjà paranoïaque. Mes nuits de sommeil ont commencé à être interrompues par des cauchemars. Je me réveillais au milieu de la nuit, avec des sueurs froides, le cœur battant, certain d'entendre frapper à la porte ou de voir sa silhouette tapie dans le couloir. Mais chaque fois qu'il vérifiait, tout était silencieux, immaculément vide. La solitude qui était autrefois confortable devenait maintenant insupportable. J'ai essayé d'en parler à un collègue, mais mes mots me semblaient ridicules, même pour moi. Comment expliquer quelque chose qui, au fond de moi, je savais moi-même qu'il ne pouvait être que le fruit de mon imagination? Je pense que je suis suivi par un inconnu, ai-je dit, mais je l'ai immédiatement regretté. Mon collègue a ri, un rire nerveux, pensant que j'essayais de faire une sorte de blague. Il ne se rendait pas compte de la gravité de mes paroles. Ou peut-être que vous vous en êtes rendu compte et que vous ne saviez tout simplement pas comment réagir. Quoi qu'il en soit, l'affaire s'est tue là-bas et je suis devenu encore plus isolé avec mes propres pensées. Une nuit, alors qu'elle rentrait chez elle, la réalité s'est finalement effondrée pour de bon. Dès que je suis entré dans mon appartement et que je suis allé à la fenêtre pour fermer les rideaux, j'ai vu l'homme debout de l'autre côté de la rue, juste en face de mon immeuble. Il me regardait. Il n'y avait plus moyen de le nier. Il savait où j'habitais. Mon cœur s'est emballé et mes mains ont commencé à trembler lorsque j'ai serré les rideaux, essayant de lui bloquer la vue. Je me tenais derrière le rideau, effrayé à l'idée de respirer, attendant qu'il parte. J'ai attendu des minutes qui m'ont semblé des heures, jusqu'à ce que je trouve enfin le courage de jeter un coup d'œil à travers la fissure. Il était toujours là, immobile comme une statue. Pourquoi faisait-il cela? Que voulait-il de moi? À ce moment-là, j'ai senti une vague de désespoir me submerger. J'étais seul et il n'y avait personne pour m'aider. C'était comme s'il m'éloignait lentement de toute forme de soutien, m'emprisonnant dans un cycle de peur et de paranoïa. Cette nuit-là, je ne pouvais pas fermer les yeux. Tout mon corps était tendu,
attendant quelque chose, n'importe quoi qui pourrait arriver. Mais encore une fois, rien. Juste le silence oppressant de mon appartement vide. Quelques jours plus tard, j'ai pris une décision impulsive. J'en avais marre de me sentir traqué, fatigué d'être la victime. Après le travail, j'ai attendu que la gare soit plus déserte, et elle était là, debout comme d'habitude. Je n'en pouvais plus. Marchant vers lui, j'ai crié, exigeant des réponses. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Ma voix résonnait à travers les murs de béton, mais il ne bougeait pas. Il n'a pas dit un seul mot. Il m'a juste regardé avec ses yeux froids et vides. C'était comme si je parlais à un mur. La colère se mêla à la peur, et pendant un instant je pensais à l'attaquer, mais mon courage me manqua. Il n'avait pas l'air humain à ce moment-là. Il y avait quelque chose en lui, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Il n'était qu'une présence, un symbole de quelque chose que je ne pouvais pas affronter. Enfui. J'ai pris le premier train, peu importe où j'allais. Il voulait juste s'échapper. Mais au fond de moi, je savais que peu importe où j'allais, il serait toujours là. Il me trouvait toujours. J'ai déménagé dans une autre ville. J'ai essayé de recommencer, mais la paix n'est jamais revenue. Dans n'importe quel coin, à n'importe quel moment, je savais qu'il apparaîtrait. Et il est apparu. Dans les rues désertes, dans les wagons, dans les ombres que je ne pouvais éviter. Aujourd'hui, je vis piégé dans un cycle de peur constante. Ma vie est une spirale de paranoïa et il n'y a pas d'échappatoire. Je n'ai jamais su qui il était ni pourquoi il me suivait. Et maintenant, je ne sais pas si cela a encore de l'importance. Peut-être qu'il n'est qu'une extension de ma propre terreur, une partie de moi qui s'est détachée et a pris vie. Ou peut-être ai-je été chassé par quelque chose qui dépasse largement ma compréhension. Mais une chose est sûre, je ne serai plus jamais seul. Peu importe où j'irai, il y sera, toujours. Et c'est la seule chose qui me garde encore conscient. Savoir que la peur est ma seule compagne maintenant. Au cours des derniers mois, ma vie est devenue un cauchemar permanent. Et tout a commencé d'une manière si subtile qu'au début, cela semblait n'être que le fruit de mon esprit fatigué. Je vis seul dans une petite maison à Montréal. J'ai toujours été méthodique, organisé. Chaque objet, chaque papier, chaque souvenir avait sa place exacte. Pour n'importe qui d'autre, ces petits changements n'auraient rien signifié. Mais pour moi, ils étaient les premiers signes que quelque chose n'allait pas. Tout a commencé innocemment. Un livre ouvert sur la mauvaise page, une clé qu'il était sûr d'avoir laissée sur la table de la cuisine, reposait maintenant sur le buffet du salon. De petits détails que je pourrais facilement justifier avec un moment de distraction. Et c'est ce que j'ai fait au départ. Je me suis convaincu que l'épuisement me jouait des tours. Mon travail de développeur de logiciels était stressant. De nombreuses heures devant l'ordinateur, de nombreuses nuits blanches. J'étais distrait, c'est tout. Mais la sensation d'inconfort n'a pas disparu. En fait, elle a commencé à s'intensifier. J'ai commencé à remarquer que certains objets que je n'avais pas touchés depuis des années n'étaient pas à leur place. Une photo de ma famille, rangée dans un tiroir à peine ouvert, est apparue sur la table du salon, comme si quelqu'un l'avait placée là exprès. Une tasse que je gardais dans le placard était sur l'évier, avec de légères marques d'utilisation. C'était comme si quelqu'un vivait dans ma maison alors que je n'y étais pas. C'est alors que le sentiment d'être observé a commencé à grandir. La nuit, allongé dans mon lit, j'ai senti que quelque chose ou quelqu'un était là, me regardant. C'était un froid qui venait de l'intérieur, un sentiment d'être exposé, vulnérable, même avec toutes les portes et fenêtres verrouillées. Le bruit de la maison qui avait toujours été un réconfort me troublait maintenant. Le crépitement du bois, le vent dans les fenêtres, tout semblait amplifié, comme si chaque son apportait une présence que je ne pouvais pas voir. Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis convaincu que j'étais juste paranoïaque. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai décidé que j'avais besoin de savoir ce qui se passait. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'installer des caméras dans ma maison. Petites, discrètes, cachées dans des endroits stratégiques. S'il y avait quelqu'un qui entrait par effraction dans ma maison, je le découvrirais. Les premières nuits ont été calmes, ou du moins, c'est ce que je pensais.
J'ai regardé les enregistrements le lendemain et je n'ai rien vu d'inhabituel. Il n'y avait pas d'intrus, il n'y avait aucun signe que quelqu'un entrait dans ma maison. Peut-être que je devenais fou, pensais-je. Peut-être que je projetais mes propres peurs et angoisses sur les choses qui m'entouraient. Mais ensuite, une nuit spécifique, tout a changé. C'était un matin aléatoire quand je me suis réveillé, le cœur battant, la pièce plongée dans un silence oppressant. Je ne savais pas pourquoi je m'étais réveillé, mais je sentais, au fond de mon estomac, que quelque chose n'allait pas. Le matin, je me suis précipité pour revoir les enregistrements, toujours avec l'adrénaline du réveil soudain qui circulait dans mon corps. Et là, je l'ai vu. Voisin. Cet homme avec qui j'échangeais tous les jours des salutations cordiales, cet homme qui me semblait si ordinaire, si banal. Il était dans les images, entrant dans ma maison avec un calme effrayant, comme s'il s'agissait d'un rituel qu'il accomplissait tous les soirs. Il n'avait pas l'air pressé, cela ne le dérangeait pas d'être discret. Il se promenait à travers les pièces, comme s'il était dans sa propre maison. Il a passé ses mains sur mes meubles, ouvert mes tiroirs, déplacé mes affaires. Il n'a rien volé, il n'a pas fait de dégâts, mais il était là, à regarder. Le pire de tout, c'était de le voir jouer avec de vieilles photos de ma famille. Des photos que j'ai gardées en stock, certaines dans des cartons qu'il a eu la peine d'ouvrir. Il s'attarda sur ces photos, les regardant, presque adorateur. Cette vue m'a figé d'horreur. Ce n'était pas seulement une invasion physique, c'était une invasion de ma vie privée la plus intime. J'ai passé des heures à regarder ces enregistrements, à essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi est-il entré chez moi, nuit après nuit, sans jamais être remarqué? Et pourquoi était-il si obsédé par mes souvenirs, par mes photos de famille? La réponse n'est jamais venue, et la peur en moi grandissait à chaque nouvelle image que je regardais. Après avoir vu tout cela, j'ai su que je devais l'affronter. Je ne pouvais pas laisser faire. Alors, un matin, alors qu'il sortait de la maison, je suis allé le voir. Mon cœur battait si vite que je pouvais à peine parler. Je lui ai demandé directement pourquoi il entrait dans ma maison, parce qu'il a joué avec mes affaires. Le sourire qu'il m'a fait en réponse était le pire de tous. Un sourire calme, presque condescendant, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Et puis il a dit « J'ai toujours voulu faire partie de votre vie ». Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Il ne semblait pas du tout regretter. En fait, il semblait satisfait. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui ai crié de ne plus apparaître près de moi, de rester loin de ma maison, et je suis rentré en courant, tremblante de colère et de peur. Mais le problème, c'est que même après l'avoir confronté, la peur n'a pas disparu. Au cours des jours suivants, j'ai changé toutes les serrures de la maison. J'ai installé plus de caméras, mis des alarmes sur toutes les fenêtres et les portes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour renforcer la sécurité, mais rien de tout cela n'a ramené le sentiment de sécurité que j'avais auparavant. C'était comme s'il était toujours là, à regarder, à attendre le bon moment pour revenir. Le pire, c'était la paranoïa. À chaque bruit, à chaque ombre que je voyais du coin de l'œil, mon cœur battait la chamade. Mon esprit commençait à tirer les pires conclusions. La nuit, je pouvais à peine dormir. La peur qu'il revienne, que je le trouve au pied de mon lit, était constante. Je savais qu'il n'avait rien volé, mais cela n'avait pas d'importance. Il avait volé quelque chose de bien plus précieux, ma paix, ma santé mentale. Les jours s'éternisaient, et je m'enfonçais de plus en plus dans cette spirale de peur et de paranoïa. J'ai commencé à me méfier de tout et de tout le monde. J'ai commencé à regarder les images de la caméra de manière compulsive, même si je savais qu'il n'apparaissait plus. L'idée qu'il puisse revenir, qu'il puisse me regarder de loin, me consumait. Je ne pouvais plus me détendre chez moi. Mon refuge était devenu une prison. Le temps a passé et il a disparu. Je ne le voyais plus. Peut-être a-t-il bougé, peut-être a-t-il trouvé une autre victime à tourmenter, ou peut-être attendait-il simplement le bon moment pour revenir. Mais même avec sa disparition, la peur n'a jamais disparu. Le sentiment d'être observé est resté avec moi, comme une cicatrice qui ne disparaît pas. Maintenant, je vis dans un état d'alerte constant. Ma maison est fermée à clé, protégée, mais je ne le suis pas.
Mon esprit est toujours coincé dans ce sentiment de vulnérabilité, dans cette certitude que quelqu'un, quelque part, regarde toujours. Peut-être a-t-il obtenu ce qu'il voulait à la fin. Il n'a pas volé mes biens, mais il a volé ma vie telle qu'elle était. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vivre avec cette ombre, avec cette certitude que quoi que je fasse, je ne serai jamais vraiment seul. J'ai toujours aimé vivre seul. Tokyo a cet effet, vous savez. La ville est pleine de monde, de bruit et de chaos. Mais quand on rentre chez soi, tout change. Silence, calme. C'est un refuge. Et c'est dans ce refuge que le pire cauchemar de ma vie a commencé. L'appartement que j'ai loué était petit mais confortable. Il n'y avait pas beaucoup de luxe, mais c'était suffisant. La vie dans la grande ville est chère, et un endroit comme celui-ci était tout ce que je pouvais me permettre avec mon salaire. Les premiers mois ont été calmes, mais au fil des jours, un sentiment inconfortable a commencé à grandir en moi. Ce sentiment que quelque chose était erreur. Au début, j'ai pensé que c'était juste du stress. Le travail devenait de plus en plus intense et les responsabilités me mettaient la pression. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était quelque chose de plus. La première fois que je l'ai vu, c'était dans la salle de bain, pendant ma routine nocturne. J'étais épuisé et je pouvais à peine garder les yeux ouverts, mais en me brossant les dents, quelque chose dans le miroir m'a fait m'arrêter. Il y avait une ombre dans le reflet, quelque chose derrière moi. Je me souviens distinctement avoir senti mon estomac se retourner de peur avant même de regarder en arrière. Quand j'ai finalement eu le courage de faire demi-tour, bien sûr, il n'y avait rien. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rationaliser ce qui venait de se passer. Fatigue, ce ne pouvait être que cela. J'ai ri de moi-même, j'ai éteint la lumière et je suis allé me coucher. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, quand j'ai quitté la maison, c'est arrivé à nouveau. J'étais en train d'ajuster mes cheveux dans le miroir d'entrée quand j'ai vu quelque chose dans le coin du reflet. Il faisait plus clair cette fois-ci. Une femme, à la peau pâle, aux longs cheveux noirs. Elle se tenait derrière moi, immobile, me regardant directement à travers le miroir. Mon souffle s'est coincé dans ma poitrine et je me suis figé de peur. La peur était viscérale, irrationnelle. Je n'ai pas pu bouger un instant, comme si j'étais paralysé, figé sous le regard de cette silhouette. Quand je me suis finalement retourné, bien sûr, il n'y avait personne. À ce moment-là, quelque chose en moi a commencé à se briser. Ce sentiment que quelque chose n'allait pas du tout est devenu encore plus fort. J'ai passé toute la journée à essayer d'oublier ce que j'avais vu, à essayer de me convaincre que ce n'était qu'un produit de mon imagination. Mais le chiffre était encore dans mon esprit. Elle ne voulait pas me laisser tranquille. Les semaines suivantes en étaient pires. Je l'ai vu dans tous les miroirs de l'appartement. Parfois, il apparaissait en un éclair, un flou dans le coin de la vision. D'autres fois, elle était clairement là, derrière moi, immobile, à me regarder. J'ai tout essayé pour l'ignorer. J'ai fermé les yeux en passant devant les miroirs. J'ai évité de me regarder pendant un long moment, mais rien n'y faisait. Elle était toujours là. Quand je le craignais le plus, quand j'étais seul à la maison, il apparaissait. Chaque fois que je me voyais dans le miroir, je craignais qu'elle ne soit là aussi. J'ai même cru que je devenais fou. J'ai commencé à chercher des réponses, à lire de manière obsessionnelle sur les apparitions, les fantômes et les légendes. J'avais besoin d'une explication. J'ai passé des heures à surfer sur Internet, à la recherche d'indices sur ce qui pourrait m'arriver. C'est alors que je suis tombé sur une légende urbaine appelée Hanako-san, une sorte d'esprit vengeur piégé dans les toilettes de l'école qui est apparu aux victimes avant de les conduire à la mort. C'était une histoire idiote, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les similitudes. Un esprit qui apparaît dans le reflet, peut-être que c'était tout. Peut-être avait-il affaire à quelque chose de similaire. Mais d'une manière ou d'une autre, ce que j'ai vu était encore pire. Le soir même, je suis allé aux toilettes et pour la première fois, elle était plus proche. Il n'était pas seulement une ombre, ni une figure lointaine. Elle était à portée de ma main, si claire que je pouvais voir les ombres sous ses yeux vides. Il semblait plus réel. Le reflet me fixait avec une froideur qui me glaçait jusqu'aux os.
Je suis sorti en courant de la salle de bain, claquant la porte derrière moi, mon cœur battant dans ma poitrine. Quelque chose en moi savait que ce n'était pas seulement une vision, ce n'était pas un tour de mon esprit. C'était réel. La peur a commencé à me consumer. J'évitais à tout prix les miroirs. J'ai détruit ce que j'ai pu. J'ai jeté le miroir de la salle de bain, celui du couloir. J'ai arraché toute surface réfléchissante qui aurait pu lui donner un passage. Mais même cela n'a pas suffi. Elle a trouvé d'autres moyens. Il a commencé à apparaître dans les vitrines des magasins quand je passais dans la rue, même dans les petites flaques d'eau après la pluie. Je me sentais constamment observé, comme si je n'étais jamais seul, même au milieu de la foule tokyoïte. Puis, une nuit, tout a changé. J'étais épuisé, émotionnellement et physiquement. Les nuits blanches, la terreur constante, tout cela aspirait mon énergie. Je me suis couché tôt, essayant de me convaincre que ce n'était qu'une phase que j'allais surmonter. Mais au milieu de la nuit, je me suis réveillé avec une horrible sensation d'étouffement. Je ne pouvais pas respirer. Ma poitrine était serrée et mes bras avaient l'impression d'être collés au lit. Quand j'ai ouvert les yeux, elle était sur moi. Pour la première fois, la silhouette était à l'extérieur du miroir. Ses yeux vides étaient à quelques centimètres des miens, et ses mains pâles serraient mon cou avec une force inhumaine. J'ai essayé de crier, mais je n'ai pas pu. La peur s'est emparée de moi. J'avais le sentiment que la mort était là, prête à m'emporter. Quand j'ai cru que c'était la fin, elle a disparu. Elle a disparu, comme une ombre qui s'évapore dans la lumière. Je suis resté là, haletant, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les lumières de l'appartement vacillaient et j'étais tremblant, en sueur. Mais une chose était sûre, elle n'était plus attachée au miroir. La barrière avait été brisée. Après cette nuit, la réalité est devenue un cauchemar constant. Je l'ai vue partout, dans les reflets de la télévision éteinte, dans les fenêtres du bus, même dans la lueur métallique des ustensiles. Elle était toujours là, toujours à me regarder. Il n'était plus seulement une figure passive. Je pouvais la sentir me poursuivre, sa présence constante derrière moi. J'étais au bord de la folie. J'ai demandé de l'aide. J'ai trouvé un exorciste qui a accepté de m'écouter, même si c'était avec une certaine réticence. Il semblait sceptique, mais aussi curieux. Quand je lui ai raconté mon histoire, il est resté silencieux pendant un long moment et m'a finalement dit qu'il essaierait de m'aider. « J'essaierai », a-t-il dit. Cela ne m'a pas donné beaucoup de confiance. Le rituel a été fait par une nuit étouffante, avec les fenêtres fermées et des bougies allumées dans tous les coins de l'appartement. L'exorciste marmonnait des mots que je ne comprenais pas, tandis que je sentais ses yeux sur moi. Il était là, à l'affût, à attendre. Soudain, l'air est devenu lourd. Les bougies ont commencé à vaciller, et je savais qu'elle était proche. L'exorciste a terminé le rituel en me disant que je devais me sentir soulagé, mais je savais que ce n'était pas la fin. Cette nuit-là, elle est revenue. Non plus comme une ombre à l'arrière-plan du miroir, plus comme un observateur passif. Elle était dans ma chambre, sa peau pâle, luisant dans le faible clair de lune. Cette fois, il n'y a pas eu d'étouffement, il n'y a pas eu d'attaque physique. Elle est restée là, immobile, me regardant droit dans les yeux. Et je savais que j'étais condamné. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle n'était pas un esprit ordinaire, une légende qui pouvait être expulsée par des prières et des rituels. Elle faisait partie de moi maintenant, de ma vie. Depuis, elle ne m'a plus quitté. Sa présence est constante, même quand je ne la vois pas directement. Je sens ses yeux, son haleine froide. Où que j'aille, elle m'accompagne. Je sais qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. Et chaque jour, j'ai l'impression que ma santé mentale s'épuise un peu plus, comme si elle aspirait ce qui reste de moi.